7h15 chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard, qui est avec nous en studio. Bien le bonjour, Jérémy. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien ce matin, surtout que l'on conclut notre épopée de crise de missiles entre Cuba, les États-Unis, la Russie et autres, parce que justement, ça a donné que comme ça, par hasard, tu allais faire un petit tour dans le sud et ça t'a fait penser, justement, de parler de Cuba avant de revenir au Témiscamingue. Oui, puis ça m'a ravivé quelque chose, dans le fond, parce que Cuba, c'est tellement une histoire riche, mon cher Simon. Et puis, surtout, malheureusement, façon de parler, il s'en est passé beaucoup de négatives, mais aussi de positives, mais l'histoire est très riche à Cuba, effectivement. Exactement. Et puis, l'une de ces pages d'histoire de l'histoire de Cuba, c'est bien sûr la crise des missiles. Puis comme j'ai dit la semaine dernière, c'est dans le fond une deuxième partie, si on peut dire. La semaine prochaine, on va revenir avec des histoires bien de chez nous. Hein? Alors, la crise des missiles de 1962, comment ça commence? Premièrement, il faut dire que la crise des missiles, on entend ça, puis on a l'impression que ça a duré 1 an. Ça a juste duré 2 semaines, mon cher Simon. C'est juste parce que ça a fait tellement un tollé aux nouvelles. Avec raison, parce qu'on... oui, c'est des missiles, là, c'est pas rien. C'est pas des ballons qui flottent. Là. Exactement. C'est des missiles, quand même, des missiles balistiques nucléaires qui ont été installés sur l'île de Cuba. C'est entre le 16 et le 28 octobre 1962 que ça va se dérouler, cette crise des missiles. Et puis, on a failli, là, on a passé à 2 cheveux, Simon, vraiment, d'entrer en guerre, en 3e guerre mondiale, mais celle-là atomique. Oui. On sait que qui aurait pu être fatal, là, vraiment. Là. C'est les X-Men qui ont tout arrêté ça là, dans le... Oui, absolument. Avec Wolverine avec et Magneto là, qui a tout arrêté les missiles. On le sait que c'est de même, ça a fini. Là. Et sans oublier le professeur Xavier, en touchant ses tempes et en contrôlant. Mais ça, il y a la pensée des gens. Ouais. Exact. Il n'y a pas un film des X-Men, justement, où est-ce qu'il y a une espèce de crise de Cuba? Le X-Men Retour à l'âge, où justement l'histoire du film se passe dans ce bout-là. Puis il y a la bataille russe-États-Unis avec les missiles. First Class, First Class, exactement. Je vais réécouter ce film. Et c'est Magneto qui arrête tous les missiles avec sa main parce qu'il contrôle le métal. C'est pour ça que je t'ai fait la blague en disant on sait que c'est les X-Men qui ont tout arrêté ça, mais sans moi. Oh, c'est niaiseux. Mais c'est ça, on a passé vraiment... À un poil vraiment de passer en 3e guerre atomique, 3e guerre mondiale. Et puis, tu sais, il faut dire qu'on est à seulement 17 ans de la fin de la 2e guerre mondiale. Oui. On est encore dans ce climat de guerre froide, hein, l'espèce de guerre psychologique entre les États-Unis et l'URSS, la Russie d'avant, bien sûr. Et puis là, la crise des missiles, on va commencer avec comment ça commence, hein, pourquoi Fidel Castro s'est jeté dans les bras de l'URSS comme ça. Une des explications, c'est la fameuse tentative, la tentative d'invasion de la baie des Cochons en 1961. Juste pour résumer, la baie des Cochons, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des exilés cubains qui demeuraient aux États-Unis, qui ont tenté et puis aider des Américains, bien sûr. OK? C'est pas des exilés cubains qui sont partis en chaloupe et on essaye de prendre Cuba. Là. Ils ont été aidés vraiment par le gouvernement américain à prendre, dans le fond, à entrer à Cuba et puis de prendre le contrôle, de renverser le gouvernement de Fidel Castro. Ce qui va se solder, mon cher Simon, par un cuisant échec. Ça ne marchera pas. Et puis, c'est là que les tensions vont vraiment monter entre Cuba et puis le gouvernement de JFK, de John F. Kennedy, aux États-Unis. Oui. Alors, on est vraiment avec des tensions qui sont à leur comble. La guerre froide, on est en plein dedans. Je pense que c'est le pire de la guerre froide, les années 60. Et puis, depuis l'arrivée de Fidel Castro à Cuba, ils entretiennent des liens très étroits avec l'URSS, comme j'ai dit. Et puis là, ça va s'accentuer avec cette tentative d'invasion de la baie des Cochons. Et puis, il va tellement vouloir se rapprocher de l'URSS que Fidel Castro va accepter de stationner des missiles balistiques. Là, c'est pas n'importe quoi. Il va accepter de stationner des missiles balistiques nucléaires sur l'île de Cuba. Hey, c'est pas bien. Des missiles, Simon, qui étaient capables de se rendre jusqu'à Montréal. Okay? Des missiles à petite et moyenne, quasiment grande portée. Quand on pense la distance entre Cuba et puis Montréal, on parle de plusieurs milliers de kilomètres. Oui.
Alors, ces missiles... Sur une cible précise, on s'entend. Exactement. Pas juste, drop ça à peu près... Non, on pouvait... On était capable, dans les années 60, justement, de viser, admettons, une ville comme New York et puis Montréal, et puis que la cible... que la cible soit atteinte, exactement. C'est le 14 octobre 1962 qu'un avion espion américain va découvrir sur l'île de Cuba une espèce de camp où est-ce qu'il y a des abris. Puis là, on va vraiment découvrir avec des photos qu'il y a des missiles à Cuba, des missiles nucléaires. C'était caché sous des bâches qui étaient comme kaki, là, dans le sens que ça recouvrait sur le dessus. Donc, en photo, il fallait être allumé pour les voir comme il faut, mais sinon, tu passais comme ça en avion. Puis on reconnaissait, et puis surtout, c'est qu'on a reconnu un des missiles, parce que Cuba n'est pas capable, n'a pas d'armes nucléaires dans les années 60, même aujourd'hui en 2023, OK? Mais on a reconnu la forme d'un missile soviétique. Oui. Et puis là, eh bien, on fait les... ça a mis la puce à l'oreille. C'est ça, on a la puce à l'oreille, puis on fait les connexions. OK, ce sont des missiles nucléaires, et puis c'était vraiment ça. Et puis là, ça commence, cette espèce de crise des missiles. Le président John F. Kennedy va être informé de la situation, va prendre quelques jours pour prendre une décision, et avec, bien sûr, ses conseillers. Mm-hmm. Et puis, prend la décision lui-même d'installer un blocus maritime autour de l'île de Cuba, et puis ça en temps normal, et puis du côté de Castro et puis de son gouvernement, ça va être vraiment interprété comme une déclaration de guerre. Oui. Okay? De faire un blocus autour d'un pays indépendant, c'est une déclaration de guerre. Imaginez si les États-Unis faisaient un blocus autour des côtes atlantiques et pacifiques du Canada, eh bien, tu nous empêches de vivre, eh bien, c'est une déclaration de guerre. Ça prendrait juste beaucoup plus de bateaux que Cuba, là, parce que... Ouais, c'est ça. Grandeur qu'on a. Ouais, exactement. Si tu veux bloquer tout le spot, j'espère que t'en as des chaloupes. Exactement. Et puis, John F. Kennedy va menacer l'URSS après tout ça. Eh bien, on va entrer en contact avec le président, pas le président, mais le secrétaire général de l'URSS de l'époque, qui s'appelait Nikita, attention, Khrouchtchev. Khrouchtchev, oui. Un autre mot à mettre à ton lexique, mon cher. Alors... Oui, je l'avais déjà entendu, mais je me rappelle pas son visage, là, parce que moi, celui que j'ai de la Russie, c'est Michael Gorbatchev avec la tache de naissance sur la tête. Oui, absolument, Gorbatchev. Khrouchtchev, je l'ai jamais vu, mais je l'ai déjà entendu dans un sketch. Oui, c'est celui qui va prendre la place de Joseph Staline à sa mort dans les années 50. Voilà. Alors, il y a une discussion entre Kennedy et Khrouchtchev, justement pour trouver une solution à cette impasse, si je peux dire, mon cher Simon. Et puis, on demande du côté des Américains que ces missiles-là soient démantelés et démontés et puis renvoyés en URSS. Et puis là, va s'en suivre une joute diplomatique entre les États-Unis, l'URSS et les Nations Unies. Oui. OK? Avec le secrétaire général qui s'appelait Hugh Tent. Un autre... On dirait une marque de quelque chose. Hugh Tent. Alors, le nouveau Hugh Tent, seulement. 199. Oui, c'est ça. Mais Hugh Tent, qui était le secrétaire général de l'ONU, eh bien, on n'en entend pas beaucoup parler dans cette résolution de la crise des missiles, mais c'est vraiment lui qui va résoudre l'impasse. Et puis là, on va trouver un compromis. Alors, on va demander aux États-Unis de ne plus essayer d'envahir Cuba, s'il vous plaît. OK? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et puis, un élément important, les États-Unis ont des missiles balistiques, eux aussi, pointés vers l'URSS, en Turquie et en Italie notamment. OK? Fait que faut pas penser que, oh non, pauvre nous autres en Amérique du Nord, on a des missiles balistiques vers nous. Non. Les États-Unis en avaient de pointer vers l'URSS, mon cher Simon. Alors, Khrouchtchev va demander, t'enlèves tes missiles en Turquie et en Italie, t'essayes plus d'envahir Cuba, et puis nous, on va démanteler les missiles qu'on a sur l'île de Cuba. Et puis, c'est ça qui va se passer, mon cher Simon. Et puis, après cette crise des missiles, eh bien, on va installer un moyen de communication direct, parce que là, on a passé par l'ONU, etc. On était vraiment, comme j'ai dit, on était à un cheveu là, d'une guerre atomique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, le fameux téléphone rouge. Voilà. Alors, la ligne directe entre Washington et Moscou, qui existe encore, mais qui est plus symbolique aujourd'hui. On s'entend que c'est plus la ligne dure, tu sais, c'est un téléphone des années 60. Là. Alors, s'il y a un conflit, justement, un conflit comme l'Ukraine, eh bien, Biden, sûrement, peut envoyer un messenger à Poutine. Il appuie sur Redial. Ouais, c'est ça.
Tu peux contacter Vlad. Alors, le Messenger rouge pour aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était ça la crise des missiles, mon cher Simon. La semaine prochaine, je n'ai pas encore décidé du sujet, mais je vais être là. En attendant, je vous invite encore à aller rejoindre, à aller aimer et suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Mon podcast d'histoire que je fais à toutes les semaines avec Jonathan le prof. Et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH, si vous désirez nous encourager un peu, à hauteur de 2$ par mois, c'est toujours apprécié. Alors, à la semaine prochaine, mon cher Simon.